il est en train de finir son alors, troisième article ou quatrième en tout? Troisième auteur, deux auteurs principales. Donc, deuxième en tant qu'auteur principal, troisième en tant qu'auteur à la maîtrise. Vous voyez, on n'était pas 230 quand on est motivé. Et toute dernière chose, parce que je fais exprès de raconter un peu des bêtises, c'est quand même très chouette aussi, ça démontre qu'on peut faire des maîtrises d'une autre manière que l'on fait habituellement. Sous-entendu, Mathis a passé un an globalement ici, mais aussi un an chez Innovation Maritime. Moi, personnellement, j'y crois. Je pense que faire une maîtrise, ou même ad hoc, la meilleure manière de le faire, c'est de justement aller voir à différents endroits et de comprendre qu'est-ce qu'on veut ici et qu'est-ce que veulent les gens ailleurs. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Moi, à l'université, j'ai des objectifs. Mais les centres collégiaux et de transfert de technologie, puisque c'est ça que ça veut dire cet été, ils ont d'autres objectifs. Et les armateurs en ont d'autres encore. Et quand on veut bien répondre à un problème, je pense qu'il faut aller voir les différentes personnes. Et c'est là qu'on comprend réellement comment faire et comment interagir. Et ça donne une belle formation. Fait que sur cela, je souhaite à Mathis une bonne présentation. N'hésitez pas à lui poser plein de questions pour vérifier qu'il a tout bien compris. Et je le félicite. Et il y a des encouragements, mais je le félicite quand même aussi pour le travail globalement, pas globalement, le travail réalisé. Parce que oui, il y a des articles, des publications. Il y avait déjà eu un prix de présentation à Genius, il y a eu un prix au Crash. Il y a eu la semaine dernière un prix Excellence en contrôle du bruit et des vibrations des 40 ans du GOS. Et hier, il a obtenu la médaille Léo Beranek au congrès NoiseCon, ce qui fait un sacré beau palmarès. Chapeau, monsieur. Vas-y, je vous laisse la parole. Merci Olivier pour la présentation, c'est chouette. Donc ça, moi je suis Mathis, je suis étudiant à la maîtrise type recherche pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que je connais à peu près tout le monde. Donc, comme l'a mentionné Olivier, cette maîtrise, elle s'est séparée en deux périodes. Là, j'ai travaillé un an environ à Sherbrooke, faire une partie un peu plus théorique, analytique, puis une partie plus pratique à Innovation Maritime, donc, chez Harry Mosky, chez mes collègues. Puis donc, l'idée, donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, là, c'est de vulgariser un peu mes 2 ans de recherche pour montrer les résultats qu'on a eus et tout ça. Donc, ouais, j'ai prévu un peu de temps à la fin pour les questions, mais si on va parler de plein de sujets qui vont un peu dans tous les sens, mais si vous voulez m'arrêter, là, m'arrêter, puis on aura le temps. Donc, juste une toute petite mise en contexte. Là, on parle de quoi? On parle du coup de la pollution des navires. Nous, on va essayer avec des. Il l'a mentionné assez rapidement, mais on va utiliser en fait une application des métamatériaux pour venir réduire la pollution sonore générée par le trafic maritime. Alors, c'est quoi le bruit des navires? En fait, c'est une pollution qui est sonore, aérienne et sous-marine. D'accord? Donc, je vous ai juste rappelé à peu près les sources de la pollution sous-marine, entre autres. Donc, on a du forage pétrolier, on a la fabrication d'infrastructures, puis aussi du coup le trafic maritime. Pourquoi je le mentionne? Parce que le trafic maritime, en fait, c'est la source principale, d'accord? Donc, si vous mettez un micro dans n'importe quel plan d'eau dans le monde, vous allez entendre une pollution sonore qui vient du trafic maritime. Donc, nous, on va travailler sur celle-là. Puis pour expliquer un peu notre problématique, cette pollution sonore, elle nuit globalement à la flore et à la faune sous-marine. D'accord? On s'est rendu compte, avec plein d'études, que d'abord on s'intéressait aux baleines, aux cétacés, aux grands mammifères marins, mais en fait ça va venir même gêner les invertébrés et puis même les huîtres en fait. C'est vraiment quelque chose de global. Mais aussi ça nous concerne nous, hein, donc les gens qui travaillent sur les bateaux, ou même nous quand on prend le bateau, ça peut nous gêner. Puis aussi des études sur de la psychoacoustique sur le bruit dans les zones portuaires. Donc les gens qui habitent près des docks maritimes fréquentés, ça va bien les gêner. D'accord? Ça, c'est la mise en contexte. Puis alors, du coup, on a isolé notre problématique qui est le bruit du trafic maritime. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est quoi qui fait du bruit sur un bateau? D'accord? Donc il y a eu plusieurs études qui ont été faites, puis ils ont réussi à trouver 3 grandes parties du bruit des bateaux. Donc on va avoir un bruit qui est dû à la propulsion, donc à l'hélice, par un phénomène de cavitation dans l'eau quand l'hélice tourne à grande vitesse. On a un bruit d'écoulement aussi. On a un objet qui traverse dans l'eau. Puis on va avoir aussi ce qui nous intéresse ici, nous, le bruit de la machinerie. Pourquoi est-ce que je le mentionne ici? C'est qu'en fait, quand on observe la vitesse du bateau, quand on est à la basse vitesse, ça va être la machinerie qui va faire le plus de bruit. D'accord? Donc on pourrait traiter en fait le bruit une fois que le bateau va à haute vitesse, mais ça implique c'est une autre pratique, parce que ça veut dire traiter un bruit qui est dans l'eau, donc c'est un peu plus compliqué. Nous ici on s'intéresse au bruit quand les bateaux ralentissent, qu'ils approchent dans des zones réglementées, quand ils arrivent dans les ports, donc ils vont moins vite. Puis là c'est le bruit de la machinerie qui domine, donc c'est ce bruit-là que nous on va venir traiter. D'accord? Donc cette figure-là, elle est pas mal super importante.
Donc on a dit que c'est le bruit de la machinerie qui est problématique. Et en fait, c'est quoi ce bruit de la machine? D'accord? Donc là, on est venu faire une étude, on est venu mesurer, en fait, on est venu comprendre puis identifier ce problème. Donc on est venu faire des mesures sur un bateau d'un de nos partenaires. On a fait 3 mesures. Donc on est venu mesurer avec des microphones un niveau de pression dans la salle des machines. D'accord? Donc on a mis un micro près des moteurs. On est venu mesurer un niveau de vibration avec un accéléromètre qui était collé sur la coque. D'accord? Toujours dans la salle des machines. Et puis on est venu mesurer le bruit rayonné sous-marin, donc le bruit dans l'eau. D'accord? Et ça nous fait notre problématique. C'est avec ça qu'on va venir jouer. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes qu'il faut mettre en évidence. D'abord, c'est quoi notre bruit? Notre bruit, c'est une excitation tonale basse fréquence. Donc tonale, pourquoi? Parce qu'on a une fréquence fondamentale, donc on a des pics d'émergence qui ressortent. Et donc tonale, parce que ça se répète dans le temps. C'est une périodicité, d'accord? Donc c'est des multiples de notre fréquence fondamentale. On voit, on a de X fois la fréquence fondamentale. Deuxième point intéressant, ces pics de fréquence, ils sont en basse fréquence, d'accord? Je sais qu'il y a des collègues qui travaillent en ultrason, on est plutôt dans l'audible, puis là c'est en dessous de nos 500 Hz, surtout nos 500 Hz, c'est des basses fréquences. Donc on a l'excitation tonale qui est basse fréquence, d'accord? Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on compare le bruit aérien et le bruit de vibration, en fait c'est les mêmes fréquences, d'accord? C'est les mêmes fréquences, et du coup c'est les mêmes fréquences qu'on va venir aussi retrouver dans l'eau, d'accord? Donc ça inclut quoi? Ça insinue quoi, pardon? Si on vient traiter nos vibrations vibratoires et notre bruit aérien, pardon, bah, on va aussi réduire ce qui se retrouve dans l'eau. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va venir cibler. Et puis pourquoi est-ce qu'on va venir cibler ces fréquences-là? Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les bandes de tiers d'octave ou bandes d'octave, mais quand on moyenne un niveau de bruit, en fait, ça va être le niveau de ces pics-là qui va régir le niveau de bande. Donc ça ne servira à rien de venir traiter le bruit ailleurs que sur nos pics émergents. Donc on identifie nos pics, puis ça va être un peu nos problématiques qui vont être gérées. D'accord? Je crois que j'ai tout dit sur cette figure-là. Ah, oui, un autre truc, c'est qu'en fait, notre équipe, on a travaillé sur comment on va réduire les vibrations. D'accord? Moi, sur mon projet, j'étais vachement sur le niveau de bruit. D'accord? Donc, je vais majoritairement vous parler de réduction de champ aérien. D'accord? Pas de vibration. Même si ça a été traité dans une partie du projet. Alors, je vais juste le mentionner ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça, absorber du son, on sait le faire. Hein, dans les maisons, il y a plein de solutions, notamment l'utilisation de matériaux fibreux ou poreux, d'accord? Sauf que ces matériaux-là, ils ne sont pas adaptés pour de l'absorption basse fréquence. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre longueur d'onde et épaisseur de matériau. Donc, plus tu es basse fréquence, plus tu veux un matériau épais. Puis là, quand on est très très basse fréquence, ça prendrait de l'ordre du mètre de matériaux à faire. Donc nous, on ne peut pas juste venir mettre, comme on insonoriserait une maison, de bateau. Du coup, nous, on allait voir une solution un peu plus innovante. On s'intéresse au résonateur Cardon. Donc là, c'est un mot peut-être un peu compliqué pour certains. C'est simplement un tube ouvert-fermé. Simplement, ok. Et c'est un résonateur acoustique, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène de déplacement du front d'onde dans ce système-là qui va créer une résonance, d'accord? Une fréquence de résonance. Et il y a un lien qui va venir relier. Il y a un lien qui va venir relier une fréquence de résonance, du coup, un FR, fréquence de résonance, avec une longueur, d'accord? Et tout ça dépend de la vitesse du son dans lequel on se situe. Donc, on a une longueur. Si on a une longueur, on connaît la fréquence de résonance dans le système. Et du coup, nous, ça, c'est vachement bien parce que si on connaît notre fréquence à cibler, donc par exemple, j'ai pris un 180 Hz, et ben, si on joue avec l'équation, ça nous ramène à une longueur. Donc, si on veut absorber un 180 Hz, il faut que notre système tube ouvert fermé il fasse 47 cm. Donc là, on est content parce qu'on arrive à cibler des fréquences. Le problème, c'est qu'on a toujours une super épaisseur qui est importante là. 47 cm, ça représente ça. Puis on ne va pas pouvoir venir mettre des tubes de 47 cm dans notre salle des machines. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi c'est cool le résonateur Cardon? C'est qu'il absorbe, du coup, comme je l'ai dit, à une fréquence de résonance, mais aussi à la première harmonique impaire. Donc, première harmonique impaire, 1, 2, 3, c'est la troisième. Tu fais 3 fois ta fréquence fondamentale. Et tu as le deuxième pic d'absorption. Ça va absorber à la fréquence fondamentale et à 540 Hz silentiel. D'accord? Donc, c'est super bien pour absorber une excitation tonale en basse fréquence, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Pour régler ce problème de longueur qui est encore importante en basse fréquence, on est allé vers une solution un peu plus innovante. Donc, c'est pas trop casser la tête. On a fait un résonateur Cardon qu'on appelle structuré. D'accord? Et en fait, on est venu à la base d'une géométrie d'Archimède, une spirale d'Archimède, pardon. Donc, on est juste venu recourber notre tube sur lui-même pour faire une spirale. On l'a dessiné, puis on l'a imprimé. Donc, j'ai des exemples ici. Donc, par exemple, lui, c'est le 180 Hz que je vous montrais tout à l'heure, là. Puis quand on souffle dedans, on entend une fréquence d'absorption, c'est une fréquence 180 Hz. Je peux le faire passer, je pense que certains, vous l'avez trop entendu. Et vous pouvez le faire passer.
On a fait plein de différents là, puis du coup, nous, on est venu voilà, les imprimer en 3D. Donc pourquoi 3D? Parce que c'est une géométrie assez complexe, puis nous, on veut pas qu'il y ait de fuite. Donc de la pression en plastique, ça se fait super bien. Puis vu qu'on en fait sur des grandes quantités, bah, ça c'est très reproductible. Voilà. Et puis du coup, bah, en fait, on passe à la fin à une épaisseur qui est beaucoup moindre, et puis à un petit diamètre, quoi. Donc si je compare avec mon résonateur Cardon qui n'est pas structuré, bon, on voit quand même que le gain il est super important, quoi. Donc là, ça c'est plus envisageable de venir installer ça dans une salle des machines par rapport à mon produit. Puis du coup, l'idée c'est de venir appliquer ce traitement-là autour de notre source de bruit. Je ne le mentionne pas ici parce que ça va être un peu long, mais il y a eu des travaux qui ont été faits avant par notre équipe là sur comment on caractérise ces résonateurs-là pour vérifier que ça fonctionne bien. Le prototype là que je vous montre, il est issu de 2 ans de recherche sur comment on l'imprime, comment on le conçoit, comment on le dimensionne. Donc il y a eu un papier qui a été fait là-dessus, où on a travaillé dessus. Puis il y a eu un autre papier, je vais en parler juste après, d'une plateforme de test pour tester nos technologies. Je ne rentre pas dans les détails de comment ça a été fait, donc je vous invite juste si vous voulez faire de la lecture. Ça a été publié du coup dans Ocean Engineering là. Puis je vais pas avoir le temps de revenir dessus. Maintenant, je rentre dans la partie un peu plus étude de cas, puis un peu plus concrète. Donc nous, je vous ai expliqué comment on pouvait dimensionner puis créer nos résonateurs acoustiques. Puis là, c'est où est-ce qu'on va bien les tester, d'accord? Donc nous, on est venu faire des mesures sur un de nos bateaux, d'un de nos partenaires, donc c'est la STQ, c'est la Société Traversée du Québec. C'est un des bateaux de la STQ qui nous a dit, bah, venez mesurer le bruit de notre bateau. Donc, on est venu mesurer le bruit de notre bateau, puis je vous remonte juste que c'est bien une excitation tonale, puis en basse fréquence. Puis du coup, nous, pour raison de temps, puis d'argent, puis tout ça, on s'est dit, bon, on va pas cibler toutes les fréquences qui émergent, on va en cibler 2, puis on va se focaliser là-dessus. Donc on a pris les 2 premières qui ressortaient, les 2 fréquences émergentes, le 80 Hz plus 180 Hz. Donc vous allez voir, à la fin, je vais vous parler de résonateur 80, de résonateur 180, puis à un moment donné, je vais mettre les 2, mais on se focalise un peu sur ces fréquences-là. D'accord? Mais ça, c'est un cas concret qu'on a mesuré. J'en viens à la première étude qu'on a faite qui était en milieu simulé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, un développement d'une plateforme de test. Juste, on a reproduit un petit bateau. Ça a été fait par un architecte naval. C'est les mêmes conditions, c'est la même forme d'architecture, tout ça. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, c'est un peu une boîte à outils, quoi. L'idée, c'est ça existe, c'est innovation maritime, on a un gros bassin, on met la plateforme dans le gros bassin, puis avec une source, on peut venir simuler un bruit, donc simuler le bruit d'un moteur. Il y a aussi, de toute façon, on peut mettre un pot vibrant pour simuler une source de vibration. Puis là, c'est vraiment la bac à sable. On vient tester nos trucs, puis on peut venir du coup mesurer un bruit aérien dans la plateforme, puis on peut aussi, vu que c'est dans un bassin, venir mesurer le bruit qui est sous-marin. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On était super contents, ça marchait super bien. Donc on est venu mettre une source omnidirectionnelle, puis on a mis un maillage de microphones pour mesurer notre bruit aérien. Et puis dans l'eau, bah, on a mis la plateforme. En dessous, on a positionné une antenne d'hydrophone. Donc c'est juste 3 hydrophones qu'on a mis sur un pied. Puis on est venu le mettre sous la plateforme pour mesurer le bruit sous-marin. D'accord? Et ensuite, bah, on est venu faire une configuration avec plusieurs résonateurs. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de faire juste une différence entre un cas de référence avec une plateforme vide et un cas avec une configuration de résonateur. Puis l'idée, c'est juste de comparer les deux. Puis de voir à quel point bah, on est arrivé à réduire le même signal dans 2 conditions différentes. D'accord? Donc on s'est amusé un peu, c'était un peu empirique, c'est moi qui ai choisi, bah, où est-ce qu'on va venir mettre nos résonateurs. Donc on s'est dit, bah, on va traiter les murs, on traite juste le sol, on fait le mix des deux. J'ai séparé ça un peu en 2 catégories. Parce qu'il y a une partie, là, je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a que des résonateurs. Et ici, c'est un peu spécial, on a comme un matériau orange là, qui est dans le fond, et ça, c'est un matériau fibre. Donc, on a voulu travailler avec une solution hybride. Alors pourquoi? On s'est dit, bah, en fait, quitte à absorber le son, autant absorber largement. Du coup, on a couplé ça avec un matériau fibreux, donc la même laine de roche que vous retrouvez dans vos cloisons chez vous. Là. Donc ça absorbe bien les médiums haute fréquence, mais pas les basses fréquences. Puis on s'est dit, bah, en couplant ça avec des résonateurs, bah, on va arriver à avoir une espèce de 2 effets en un. Puis une autre raison qui est une raison pratique, c'est venir mettre 500 résonateurs à la main, c'est un peu fastidieux. Par contre, les imbriquer dans un panneau qu'on peut venir déplacer puis bouger, c'est un peu plus simple. Donc c'est pour ça que là, je vais vous présenter des résultats où il n'y a que des résonateurs et d'autres résultats où il y a de la laine et des résonateurs. D'accord? On commence avec les premiers résultats. Donc là, je vous montre un niveau de pression, enfin une pression acoustique exprimée en dB en fonction de la fréquence. Puis en noir, on a un cas de référence. Donc référence, c'est quoi? C'est plateforme vide. Et là, c'est les 3 configurations que je vous ai montrées avec que des résonateurs. Et bien là, c'est super intéressant. J'avoue qu'on était très contents de ces résultats-là. Parce que à nos 2 fréquences cibles, alors là, on n'a que des. J'ai obligé de le mentionner, pardon. On avait 125 résonateurs à 180 Hz, pas de 80 Hz, d'accord. À 180 Hz,
on voit qu'on a réussi à venir absorber. Et on a absorbé aussi à la première harmonique impaire, comme je le mentionnais, 540. Si je viens juste zoomer pour voir un peu de quel ordre de grandeur on parle, on est à une réduction d'environ 10 dB. On voit que l'impact de la configuration il est assez moindre, assez négligeable, ce qui est plutôt cool pour nous parce que ça veut dire que peu importe où tu places tes résonateurs dans ton milieu, tu auras à peu près la même absorption. C'est plutôt intéressant. Si je vous remonte juste avant, je n'ai pas mis de zoom, mais on voit bien que la 740, il y a un effet non négligeable. Ce qui est super chouette aussi, genre ça coule un peu de source, mais autour de notre fréquence ciblée, on a peu de modifications, ce qui est normal. Notre résonateur il fonctionne qu'à 2 fréquences et pas au reste. Donc c'est normal qu'ici on n'ait pas de variation entre le noir et puis nos configurations. Là, c'est des résultats qui sont plutôt chouettes. Hop, je le mentionne aussi, ici on a, donc c'est les résultats avec la configuration 4, donc avec l'haleine et les résonateurs. Et là, qu'est-ce qu'on voit par rapport à notre référence? En fait, on est venu à quand même absorber partout, quoi. Et c'est un peu des résultats qu'on maîtrise un peu moins parce que on n'arrive pas à montrer l'impact des résonateurs. J'ai l'impression que si on avait mis que de la laine et pas de résonateur, on aurait eu la même absorption. On n'arrive pas à avoir un impact notable dû à la présence des résonateurs. Mais c'est quand même intéressant de montrer que on a un impact sur le bruit grâce à la présence de la laine. D'accord? Donc là, c'était des résultats qui étaient dans la plateforme. D'accord? Donc on est venu moyenner nos microphones qui étaient dans la plateforme. Puis là, je vais vous montrer les résultats de nos hydrophones. D'accord? Donc pareil, on est venu moyenner notre pression. Cette fois, on est dans l'eau. Vous avez fait remarquer que la référence dans l'eau, elle a changé. Ce n'est pas la même pression de référence. Et là, donc, nos résultats, ils sont un peu plus délicats à traiter. Bon, c'est assez normal. Hein. On avait 7 microphones placés dans un petit milieu fermé dans une plateforme. Là, on est dans un bassin, je ne me rappelle plus des dimensions, c'est ma faute, mais un énorme bassin, d'accord? Puis on n'a que 3 hydrophones qui sont placés à un point. On n'a pas pu faire varier. Alors, on n'a pas pu les faire varier simplement parce que c'est un des hydrophones que tu t'enclenches, tu le mets dans l'eau, à la fin de ta journée, tu le sors et tu as les résultats. On n'a pas de temps réel sur ce qu'on peut mesurer. Donc, c'est juste, à la fin de la journée, on avait ça qui était comme, bon, bah, on aurait dû mieux faire, mais on ne saura pas. Et donc là, dans l'eau, bah, on voit qu'on n'a pas les mêmes résultats au niveau de notre fréquence fondamentale à 180 Hz. Par contre, il semble se passer quelque chose quand même sur la première harmonique impaire qui est assez intéressant. Donc pour la suite, on s'est dit, on va y retourner avec nos résonateurs qui fonctionnent bien. On va juste faire varier la position de nos hydrophones dans l'eau, d'accord, pour avoir de meilleurs résultats dans le bruit sous-marin. Là, je vais vous montrer un projet qui s'est fait en parallèle par Léonore et Raphaël qui sont dans cette pièce-là. On a essayé de montrer, en fait, si on avait, je vous ai un peu montré l'impact de la position des résonateurs dans la plateforme, là, qui n'était pas très important. On s'est dit, mais est-ce que le nombre de résonateurs aussi va varier? Donc la densité de traitement acoustique appliqué, est-ce que ça aussi va avoir une variation sur notre réduction du bruit aérien? Du coup, il y a une étude qui a été faite en chambre réverbérante. Donc on est juste venu aussi mettre des résonateurs dans notre chambre. On a mis nos panneaux LED qui sont ici. Puis pareil, on a fait un avant-après. Puis on a fait un rapport de pression. Puis avec cette petite équation, on a voulu définir la densité de matériaux en fonction le gain en fonction de la densité. Donc on voit bien que en bleu, c'est nos résonateurs seuls, puis il y a les petits losanges de notre configuration hybride. Donc on voit qu'il y a une différence entre les deux déjà, donc c'est normal. Et aussi, ça semble suivre une augmentation linéaire. C'est plutôt intéressant, ça veut dire c'est un peu obvious là, mais plus on en met, mieux ça marche. Ok. J'arrive au dernier point de ma présentation, qui est les mesures un peu plus délicates qu'on a faites en conditions réelles. Donc, le même bateau, la signature acoustique du bateau que je vous ai montré tout à l'heure, là, donc nous, on y est retourné. Puis là, on s'est dit, bon, voilà, si on a des super résultats en laboratoire, on a des super résultats en numériquement, en milieu simulé, c'est chouette aussi. Donc, on va y aller all-in, puis on va dans un bateau. Donc, on s'est un peu creusé la tête de comment est-ce qu'on va mettre nos résonateurs dans le bateau, parce que c'est un bateau, c'est pas comme une chambre réverbérante ou quoi, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, on s'est dit, bah, on va tendre un filet. On va mettre nos résonateurs sur le filet, puis on va accrocher ce filet sur une structure, puis la structure, on va pouvoir la déplacer autour de notre source de bruit dans le bateau, tout simplement. Alors aussi, on a fait une petite étude sur la densité, là, je vous ai dit, mais en fait, nous, on y a été un peu plus brutalement pour nos mesures en mer. On s'est dit, bon, on doit aller faire les mesures en avril. Combien de résonateurs on peut imprimer jusqu'en avril? Puis on a juste fait le plus possible. Donc, je remercie encore Raphaël et Léonard qui sont allés le week-end pour imprimer nos résonateurs. Fait qu'à la fin, on est arrivé avec un nombre total de 576 résonateurs de 80 et 280 Hz. Donc c'était pas mal, quoi. Et puis on est arrivé dans le bateau.
Donc, je vous montre un peu notre problématique. On a à gauche donc, la salle des machines. Vous pouvez voir à peu près l'échelle de grandeur. On est sur du 5 par 9 par 20 mètres. C'est assez grand. Donc, ça nous en tout cas. On a une notre structure. Puis là, on a ici, du coup, notre ressource, puis les microphones qu'on est venu mettre. Donc, c'est comme même idée que la plateforme. On a venu mettre un maillage. Donc, là, on est venu avec 18 microphones répartis dans l'espace, pardon. Puis, on a notre moteur diesel Wartila qui est au milieu, qui est notre bruit. C'est notre cible. Et puis, avec la même logique, on est venu avec différentes configurations, venir installer nos résonateurs autour de notre source pour absorber le son. Donc, la solution co-résonateur, puis la solution hybride avec de la laine qu'on est venu accrocher juste derrière les panneaux pour avoir l'aspect couplé des deux solutions techniques. Là, je vais prendre juste un tout petit peu de temps pour vous montrer les résultats qui arrivent parce que c'est pas super intuitif. Je vous ai montré depuis le début des études de niveau de pression en fonction de la fréquence, dans le domaine fréquentiel. Nous, on a un problème que je vais vous expliquer. C'est que ça, du coup, il n'y a aucune notion du temps. D'accord? On pense que notre oscillateur acoustique du bateau, c'est du 80-180 constamment. En fait, non. Le bateau, il fait des allers-retours toute la journée. Il va y avoir des variations de masse ajoutée, parce que le bateau, c'est un traversier qui transporte des voitures, donc il y a plein de conditions, des paramètres qui vont rentrer en jeu. Puis aussi, avec le vent, les conditions météo, il ne fait pas le même trajet, il va faire des variations de régime. Et tout ça, en fait, implique que notre 80 Hz qu'on pensait précis dans le temps n'est pas précis dans le temps. Ça veut dire qu'il y a une petite variation de fréquence due à une variation de régime du moteur, qui fait qu'en fait, globalement, c'est du 80 Hz, mais en fait, dans le temps, ça va faire du 78, 77, 79, 80, 80. Puis ça varie dans le temps. Et nous, on n'est pas content parce que notre résonateur, on l'a dimensionné, comme je l'ai dit tantôt, pour du 80 Hz et du 180 Hz précisément. Hyper précis. Si tu es décalé, tout ce qu'on a installé ne sert à rien. Donc là, on s'est dit, en fait, quand j'ai commencé à post-traiter les données, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réduction. Puis on s'est dit, ça ne marche pas. En fait, on s'est dit, on va regarder ça dans un autre référentiel. Au lieu de regarder dans le domaine fréquentiel, on va regarder dans le domaine temporel. Ça veut dire, dans le temps, comment est-ce que mon 80 Hz varie. Puis là, on s'attend à quoi? Quand notre moteur il est synchronisé avec la fréquence de résonance des résonateurs, on va avoir une absorption. Et quand il est shifté, là, il ne devrait plus y avoir. Donc, on devrait avoir en fait une réduction temporelle dans le temps et non pas comme on fait dans le domaine fréquentiel. Donc, on a pris le bruit de notre bateau, on l'a filtré autour de nos fréquences qu'on pensait cible, donc le 80 Hz, 180 Hz, puis je vous ai expliqué notre fréquence. Et puis, on a mesuré ce niveau en fonction du temps. D'accord? Donc, on a traité le signal dans le domaine temporel, puis on a regardé ces variations dans le temps. Voilà les résultats. Donc, à gauche, on a filtré à 80 Hz, donc la première fréquence cible. Notre deuxième fréquence cible, puis là, c'est une autre fréquence qui est plutôt haute fréquence. Là, c'était pour regarder l'effet de la laine. Je vous ai montré que la laine, elle absorbe bien les hautes fréquences. On s'est dit, à 2000 Hz, on devrait avoir l'effet de la laine. Les résultats, je vous les montre juste après. Là, on est juste avec les résonateurs acoustiques. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, dans le temps, déjà, on voit que notre niveau de pression acoustique, il varie. En fait, notre 80 Hz, il n'est pas tout le temps aussi fort dans le temps. Et avec nos résonateurs, comme on le pensait, il y a des moments où en fait les deux fréquences elles se rejoignent. Du coup, ça y a une grande absorption qui arrive à presque 10 dB. En bas, je vous ai mis la perte par insertion. Perte par insertion, c'est aussi un mot un peu bâtard, juste pour dire différence. On a fait la différence entre la noire et la orange. Ça nous donne notre absorption. Du coup, dans ce sens-là, si vous voyez des gains en dB, ça veut dire qu'on a réduit le son. Du coup, là, on arrive à 10 dB de réduction. 180 Hz, c'est un peu plus constant dans le temps, donc c'est assez chouette. Comme résultat, on est tout le temps en dessous. Donc, on a une perte par insertion qui est toujours positive. Et à 2000 Hz, comme je vous l'ai dit tantôt, notre résonateur, il ne doit avoir aucun impact. Il n'a aucun impact. On est dans une incertitude de plus ou moins 0,5 dB. D'accord? Puis on voit bien qu'en fait, dans notre zone de considération, on est toujours au-dessus. C'est plutôt chouette. Finalement, avec la laine aussi. Donc là, la laine, c'est à peu près les mêmes comportements. On se rend compte que les résultats sont un peu plus smooth. D'accord? Donc il y a moins de grands pics. Parce que la laine, en fait, elle a un impact comme ces fréquences-là. Par contre, à 2000 Hz, on voit bien qu'on a l'impact de la laine est présent. Donc, c'est assez chouette à montrer. Comme quoi, notre solution elle est plutôt fiable. On est à peu près au-dessus de notre incertitude. Je vous donne un peu les. Parce que moi, j'ai fini normalement, mais il reste du travail pour d'autres là après moi. Il y a une idée du coup de comment est-ce qu'on peut régler ce problème de résonateur trop précis. En fait, on va venir réduire son facteur de qualité. En fait, on va venir élargir son pic d'absorption. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Là, on a testé des systèmes à double spirale. Donc, au lieu d'avoir une spirale centrée sur une fréquence, en fait, on en a fait une à 178 puis une à 180.
Puis l'idée, c'est de voir à quel point je peux venir élargir mon pic sans perdre trop d'amplitude. Parce que plus tu élargis, plus tu vas vraiment baisser ta qualité. Et du coup, il y a un peu d'études paramétriques à faire là-dessus. Ça, c'est à peu près le prochain prototype qu'on va venir tester en bateau, qui a l'air assez cool. Il y a un autre cas qui est super intéressant aussi, que je trouve chouette, c'est ces études-là, elles se font un peu dans le mauvais sens. On en a discuté avec Olivier. On part du laboratoire avec un truc très précis qui marche bien, avec des milieux contrôlés. Puis après, on arrive sur le terrain, puis on se rend compte que ça ne marche pas du tout, parce que la vie, c'est pas le laboratoire. Du coup, l'idée, c'est plutôt de partir du bateau et de remonter au laboratoire. Donc en fait, on va venir plutôt travailler sur notre salle. Donc la salle des machines, ça a des dimensions, il peut y avoir des comportements modaux, il peut y avoir plein de choses, des variations de température qu'on n'a pas pris en compte. Puis en fait, avec ça, on peut venir designer nos réalisateurs qui seraient adaptés à cette situation-là, plutôt que de penser que l'inverse va se faire. Voilà, c'est à peu près tout. Avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, j'aimerais vous remercier énormément, tous. Il y a du monde que je connais beaucoup ici, qui m'ont beaucoup aidé. Je vais les citer parce que je vais les citer. Il y a Jean-Christophe Gauthier-Marquis, Marc-André, Julien Saint-Jacques, Kamal, Anaïs, Raphaël, Clément Girin, Léonore Rimani, Nicolas Matinier, Loïc Alexandre, Félix Foucard, Clément Bouchard, Simon Deletel, Patrice Masson, mes amis du labo qui sont là, que je n'ai pas pu citer, et le superbe Olivier Robin, qui m'a beaucoup aidé pendant ce projet. Je vous remercie d'être venu, de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long. Puis, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je répondrai. Voilà, merci beaucoup. Oui, allô? Déjà, merci pour ta présentation, c'est super clair. Super. J'ai une question qui porte, pas directement sur, c'est pas quelque chose que tu as étudié là, du coup, mais c'est plutôt sur la fin, l'ouverture à cette histoire que les consommateurs ils sont dimensionnés vraiment juste pour atténuer à 80 Hz. Vous avez parlé de l'absorption, donc je ne suis pas de bac-cible, donc je ne suis pas très bon là-dedans. Et je me demandais, vu que vous jouez sur la longueur, c'est ça, pour dire on va essayer de toucher 80 Hz. Est-ce qu'il y aurait possibilité aussi de, je ne sais pas, modifier par exemple le matériau utilisé, donc prendre un autre PLA qui va peut-être modifier plutôt la vitesse du son là, dans le PLA, puis que la quantité a pas l'air, la disposition n'a pas l'air ultra importante, tu ferais peut-être un de PLA numéro 1, un de PLA numéro 2, et puis peut-être aurait comme ça, du coup, PLA peut-être une tâche de fréquence. Ouais, c'est intéressant comme point. Le matériau, d'après mes connaissances du résonateur, ne rentre pas beaucoup en jeu sur l'absorption parce que c'est juste une sorte de trajet. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que l'onde, elle parte et qu'elle tape la paroi finale de notre structure à un moment précis, puis qu'elle revienne. Mais fait que tu as peu d'absorption sur les conditions limites de ton matériau. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, effectivement, c'est de modifier toutes les parois de notre résonateur. Donc là, ça pourrait être avec un plastique différent où on pense aux conditions d'impression pour venir justement impacter le trajet de l'onde dans ton résonateur et qui ne reviendrait pas exactement à la même fréquence voulue. Puis ça pourrait dégrader un peu. L'idée, c'est de le pourrir un peu, notre résonateur. Okay. Du coup, le matériau pourrait rentrer en compte. Mais si tu te bases sur la physique, comme j'ai montré, le lien, c'est vraiment la longueur que tu as. Et toi, on l'a fait en CNC avec du métal, on l'a fait en bois. Et en fait, le plastique, c'est juste si tu as une seule fuite, ton résonateur ne fonctionne pas du tout. Et l'impression, c'est le seul truc qui nous permettait d'avoir un truc bien étanche. Alexandre. Merci pour la présentation. Merci de la présentation. Je vois bien que tu as un peu 500 ordinateurs. Ouais. Que tu disais la densité impact. Ouais. Mais peut-être pas tant que ça. Sinon, tu as un certain nombre, ça fonctionne. L'idée, c'est dans le packaging, est-ce que ce serait possible pour réimprimer 570 résonateurs, c'est pas facile à faire, puis ça prend du temps. Et d'en mettre un à 180, un à 179, un à 182, puis tu disais, on tape entre 175 et 185 en fonction des réseaux du bateau. Du coup, de créer comme un panel de tous ces résonateurs, pour compétitif, pour imprimer plein, il faut les vérifier. Mais est-ce que ça t'a envisageable ou vraiment l'idée, c'est de te dire, on va faire un modèle et on va le dégrader jusqu'à ce qu'il l'air du temps dans la range plus ou moins 5 Hz autour de la fréquence. Le premier point que tu as mentionné, c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. En gros, c'est comme si tu avais deux résonateurs qui sont très proches. L'idée, c'est que, alors, tu sais, je ne pourrais pas donner la réponse de il faut tant de résonateurs pour avoir tant d'absorption, tu vois. Donc, il y a forcément un lien où on va pouvoir dire, bon, en fonction de ta dimension de ta salle, il faut tant de densité, là. Ça, c'est assez clair. Ça, je n'ai pas encore les datas là-dessus, là. Mais
Pour répondre à ta question, on va coupler parce que modifier le matériau, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps là. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est juste, on sait que ça marche bien. Si tu les couples, ça va marcher pour plusieurs fréquences. Puis c'est ça, c'est juste de venir élargir ton pic. Donc, par contre, on va peut-être pas faire. Tu sais, on veut pas overkill le truc là, d'aller de plus ou moins 10 Hz sur ta fréquence cible, là. Mais d'après les graphes là, que je montrais, bah, c'est un peu con, ils sont tout petits là. Mais tu vois, déjà, dès que tu dépasses lui, on est à plus ou moins 5 Hz. Puis déjà, ça ne sert plus à rien parce que ta fréquence cible, en fait, elle est plus du tout absorbée. Donc c'est une bonne piste, effectivement. Mais c'est un peu déjà ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Merci aussi pour ta présentation. Moi, c'est une question d'acoustique sûrement de base, mais ton résonateur, il marche en faisant perdre de l'énergie à tout le monde au fur et à mesure des réflexions. Alors, montrer ça. c'est un phénomène de. Je l'ai oublié. Non, c'est pas oublié. C'est des interférences destructives, pardon. C'est un trajet d'onde, vu que tu as un quart, en fait, quand elle part, bah, elle est déphasée en fait, de 180 degrés. C'est dans ton trajet d'onde, là, en fait, elle est juste déphasée. Puis c'est à peu près le même principe que du contrôle actif que tu aurais dans ton casque, dans les oreillettes. C'est qu'on vient déphaser ton monde juste en faisant un chemin. Elle fait 2 fois le chemin, en fait. Puis en revenant, elle s'annule, en fait, avec tes. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est ça. Et du coup, à partir de ça, là, la géométrie en spirale d'Archimède, vous êtes arrivé là-dessus parce que c'était joli ou genre, il y a vraiment un truc de minimisation de ta surface et de ton volume par rapport à la surface que tu prends à la faire. Tu vois, pourquoi pas faire des panneaux carrés avec des chemins en particulier? Ça change pas grand-chose. Alors, je t'avoue que, connaissant Olivier, il a dû s'arrêter sur un truc un peu joli et sexy, là, parce il aime toujours que sa science, elle soit assez belle à montrer et tout. Donc, je pense qu'il s'est dit, ça, c'est quand même cool à regarder. Mais nous, on a travaillé sur plusieurs formes. Alors, avant, ils ont fait ça en forme de labyrinthe, qui est comme derrière les paquets de céréales, là, vraiment un truc tout carré et tout ça. Puis, en fait, vu que c'est vraiment plus juste une longueur, ça qui est cool avec cette technologie-là, c'est que tu as juste à adapter ta géométrie comme tu le veux, quoi. Nous, on s'est dit la spirale, c'est mieux parce que t'as comme, tu condenses un peu le volume sur un diamètre. Et puis, le diamètre, c'est peut-être plus simple à imprimer aussi. Enfin, il y avait plein de paramètres d'impression aussi qui rentrent en compte de comment tu imprimes ça plus facilement. Puis, on s'est dit, bon, bah, si tu l'étales, bah, c'est plus simple pour imprimer, tu sais, comme on le fait. Mais là, on est en train de réfléchir avec Olivier à faire comme des bigorneaux, là, tu sais, donc une spirale, mais qui serait conique, là, tu sais, puis pour avoir un peu d'affinement. Enfin, il y a plein de pistes. Mais vu que c'est juste une longueur, tant que tu joues avec ta longueur est respectée. Il y a aussi un lien avec ton diamètre d'entrée, là, je ne l'ai pas mentionné, mais la taille de ton diamètre est importante. Tant que tu respectes certains paramètres, C'est-à-dire, c'est vraiment des choses, tu peux les adapter au cas par cas. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça qui est assez chouette. Peu de temps, on en fait même des. C'est Olivier m'avait demandé, il m'a dit si tu as un peu de temps, j'avais pas de temps, mais il m'a dit si jamais tu veux faire une flûte, vu que c'est le même principe qu'un instrument de musique, en fait, quand tu joues la clarinette, tout ça, c'est un tube ouvert, la clarinette, si je fais ouvert, fermé. C'est le même principe, c'est juste une flûte, tu viens ouvrir à certains endroits, puis ta fréquence de résonance, bah, tu la déplaces, puis tu peux faire de la musique avec. Donc il y a des petits ocarina qu'on peut faire avec des résonateurs. Oui. Merci pour la présentation. Question de base, parce que je suis dernière. Pourquoi tu nous parles beaucoup en fréquence et pas en décibels? Par exemple, tu dis on veut réduire les décibels, donc on va essayer de faire un tube qui réduit juste un certain nombre de décibels. Et tu dis qu'on va réduire à 180 Hz. Ah, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, Je comprends les deux. avec des termes, quoi. Bah, moi, ce que j'ai montré tantôt, là, c'est comme ce qui est ici, c'est que tu exprimes un niveau de pression en dB en fonction de la fréquence. Donc, quand je dis réduire la fréquence, c'est que je vais dire réduire l'amplitude de mon pic à une certaine fréquence. En fait, je dis je cible une fréquence, mais c'est vraiment le paramètre sur lequel je viens jouer, c'est tes dB qui sont exprimés. Et quand tu dis que tu as pu faire un tube qui absorbe à 180 Hz, c'est une valeur en Hz, c'est que tu n'es pas capable de dire avec ce tube, je peux réduire De temps? les décibels. Ouais, bah alors, non, alors en acoustique, on parle de coefficient d'absorption, souvent. C'est à quel point tu arrives à absorber ton onde qui est émise. Et en fait, alors théoriquement, ça qui est assez incroyable avec cette technologie-là, c'est que ça absorbe 100% du bruit. Vu que c'est un déphasage parfait, vu que c'est juste de la mathématique, là, quand tu réduis les équations de ce truc-là, ça absorbe 100% de ton énergie. Bah, c'est pas. Les dents. Alors ouais, c'est un autre. Ça peut fucker un peu le cerveau. C'est un autre principe là qui rentre en compte. Puis moi, je ne m'y connais pas assez pour t'expliquer pourquoi est-ce que tu l'entends et pourquoi est-ce que normalement ça l'absorbe. Mais en gros, théoriquement, lui, si tu le résous analytiquement, il t'absorbe 100% du son. Et effectivement, quand nous, alors je ne l'ai pas mentionné, mais que là, par exemple, c'est le modèle numérique.
Donc c'est du modèle analytique, là, c'est mathématique. Puis là, il dit qu'il absorbe à 1 de coefficient d'absorption. C'est-à-dire que 100% de ton énergie est absorbée. Effectivement, je me suis un peu emmêlé, je pense, avec les fréquences. On cible une fréquence pour réduire son niveau en décibels. Ok, non, mais c'est clair. Pas d'autres questions? Je vous remercie encore une fois. Je vous invite pour ceux qui en ont besoin, il y a une feuille de présence qui circule, je crois, super. Et puis, merci encore. Puis bonne journée à vous, puis bonne continuation. Je sais pas s'il y a des questions en ligne.